Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 26e épisode du balado L'état du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn. Comment ça va? Très bien, mon cher, très bien. Bon, t'es toujours beau à peau. Il fait beau, mais il fait particulièrement froid. Franchement, on est autour de 2 degrés, ce Ouais, qui est assez étrange. ouais, bon. C'est quand même le sud de la France, hein. On s'attendrait à ce qu'il fasse un peu plus beau. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ben, je voyais, j'aime bien le cyclisme, puis je regardais la course Paris-Nice. Puis hier, Ah, ils ont dû arrêter l'étape parce qu'il y a eu de la grêle. oui, Puis effectivement. l'asphalte était glissante, puis les cyclistes tombaient partout, même les motos de la gendarmerie qui se retrouvaient qui se retrouvaient dans le champ. Bon, ben écoute, comment dire, la télé-réalité se poursuit depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Un nouvel épisode. Tout à fait. Donc, il y a du nouveau dans les négociations dans le conflit ukrainien. Les gens se sont rencontrés encore une fois à Riyad. Cette fois-ci, il y avait une délégation ukrainienne qui était sur place. Steve Witkoff, qui est un peu l'homme de confiance de Trump, je pense que c'est un ami qui Oui, date de plusieurs un décennies. homme C'est aussi d'affaires, oui. un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier à New York comme Trump, qui est un peu la personne qui établit les contacts avec les Russes, qui était hier à Moscou pour rencontrer des gens au Kremlin, fort probablement ou rencontrer directement Vladimir Poutine, qui lui était par contre à Minsk, en Biélorussie, avec Alexandre Loukachenko. Donc, l'histoire ne dit pas s'ils ont eu l'occasion de se rencontrer ou peut-être même simplement de se parler au téléphone. Donc, écoute, je vais te laisser nous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé au cours des derniers jours, des développements, puis ensuite on pourra discuter de ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours, la prochaine semaine. OK, très bien, Jean-François. Alors, je pense qu'il faut partir de l'idée que et les Américains et les Ukrainiens ont trouvé un terrain d'entente pour se revoir à Riyad, en Arabie Saoudite, à l'invitation évidemment du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui joue un rôle un peu de go-between entre les deux. Donc, les deux délégations se sont rencontrées pour commencer à discuter de la proposition américaine et ukrainienne d'un cessez-le-feu d'une trentaine de jours. Je pense que le président Zelensky en avait parlé il y a quelques semaines. Et là, ils ont planché là-dessus pendant de nombreuses heures et ils ont certainement aussi rediscuté de leur relation bilatérale, surtout en ce qui concerne la fourniture d'armes et de renseignements. Parce que, comme tu le sais, Trump avait décidé de ne plus donner de renseignements importants, de renseignements militaires, secrets, à l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse identifier les cibles et mieux viser les objectifs russes. Donc, il y avait pas mal de choses sur la table et au bout de 8 ou 10 heures de négociation, les deux parties se sont entendues sur une proposition qui est assez floue publiquement, puisque la proposition a été rendue publique, mais elle disait essentiellement on doit obtenir on offre un cessez-le-feu de 30 jours à la Russie. Il serait bon aussi de discuter de l'échange des prisonniers, du retour des enfants ukrainiens en Ukraine et d'autres considérations. Alors, on a vu là le début d'un rapprochement après évidemment l'explosion dont tout le monde a été témoin dans le bureau ovale à Washington entre Zelensky et Trump. Donc, cette proposition, elle a été transmise aux Russes qui ont commencé à l'examiner. Les premières réactions ne semblaient pas très positives lorsque la presse, les médias russes posaient la question aux conseillers diplomatiques de Poutine. Il semblait dire que c'était irrecevable. Et finalement, Poutine a dit bien au contraire, j'accueille la proposition, mais j'ai quand même un certain nombre de questions à poser sur cette proposition. Lorsqu'on décrète un cessez-le-feu,
ça ne s'impose pas comme ça sur Sur un coin de table, comme on sur dit. un coin de table et sur un front qui s'étire, je crois, sur 1000 kilomètres à peu 1000 près. kilomètres, ouais. Alors, c'est immense, c'est complexe. Il faut donc non seulement accepter le principe du cessez-le-feu, mais il faut définir les modalités de ce cessez-le-feu et de la manière dont on va le mettre en œuvre au jour le jour. Donc, les premières dépêches qui nous sont arrivées, nous sommes vendredi aujourd'hui, donc jeudi, Poutine posait un certain nombre de questions en se demandant qu'est-ce qui allait arriver avec le territoire de Koursk, qui est en territoire russe, mais occupé par les Ukrainiens. Il posait la question aussi de la vérification de ce cessez-le-feu. Et ça, c'est un peu le cœur de l'affaire. C'est que vous pouvez proclamer un cessez-le-feu, mais encore faut-il le vérifier pour s'assurer de sa conformité et que tout le monde le respecte. Et si une ou l'autre des parties le viole, qu'on puisse le déterminer et ensuite dire à celui qui a violé le cessez-le-feu, voici les preuves que nous avons que vous n'avez pas respecté ce cessez-le-feu. Alors, est-ce que ça veut dire l'envoi d'un certain nombre d'observateurs sur la ligne de front, puisque c'est, j'imagine, là qu'on devra observer le cessez-le-feu? Ça n'a pas été publiquement dévoilé. Ce monsieur Witkoff est, je crois, toujours à Moscou. Peut-être qu'il a le mandat de négocier cela et peut-être qu'il y aura une conversation téléphonique entre Poutine et Trump dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On verra. Donc, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Comment tu vois les choses? Moi, j'ai une question. Pourquoi juste un cessez-le-feu de 30 jours? Pourquoi pas un cessez-le-feu général? Parce que tu Ouais. l'as expliqué, c'est éminemment complexe. Alors pourquoi Je pense que tomber dans toutes c'était. ces difficultés-là juste pour un truc de 30 jours? Est-ce que c'est pas simplement un prélude? Si le cessez-le-feu de 30 jours fonctionne bien, est observé de part et d'autre, ça peut être étendu, élargi vers un cessez-le-feu plus général, plus permanent. C'est un peu ça la stratégie. C'est la proposition de Zelensky de dire on va commencer par offrir un cessez-le-feu de 30 jours, on va voir si les Russes sont sérieux, et si ça fonctionne, on va prolonger le cessez-le-feu tout en commençant à établir les bases d'une future négociation de paix, parce que ça doit se dérouler en parallèle. Et les diplomates, qu'ils soient américains et russes, mais aussi visiblement les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ne voudront certainement pas parler aux Russes immédiatement, ils vont toujours passer par l'intermédiaire des États-Unis, pourront faire avancer cet aspect de la problématique ukrainienne. Maintenant, il faut toujours avoir à l'esprit, je pense, Jean-François, que Trump poursuit deux objectifs dans sa politique étrangère envers la Russie et le conflit avec l'Ukraine. D'abord et avant tout, il veut rétablir les relations diplomatiques, économiques et militaires avec la Russie. C'est sa priorité, à mon avis, numéro un. Il l'a dit à plusieurs reprises dans toutes les conversations qu'il a eues, dans toutes les déclarations publiques. Et le deuxième objectif, qui évidemment est lié au premier, c'est de conclure un accord de paix final sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, c'est certainement l'aspect le plus difficile, bien sûr, qui pourrait mettre à mal le premier objectif, qui est de rétablir ces fameuses relations diplomatiques, économiques et militaires. Ouais. Alors, et derrière ça, il y a cette idée peut-être de diviser la Chine de la Russie. Je n'y crois pas beaucoup. Mais il y a d'autres considérations, par exemple la non-prolifération nucléaire avec l'Iran et la Corée du Nord, le processus de paix entre Gaza ou entre les Palestiniens et Israël, et certainement d'autres considérations de politique étrangère. Donc, voilà rapidement brossé le tableau de pourquoi
30 jours. Mhm. Mais si on observait la chose à l'inverse, en fait, ce que tu viens de dire, c'est que si la négociation en Ukraine échoue, le deuxième objectif, ça met à mal le premier objectif qui est de rétablir des liens diplomatiques, militaires et économiques avec la Mm. Russie. Mais si on voit la chose à l'inverse, je pense que les Américains ont davantage besoin de tisser à nouveau des liens diplomatiques, militaires et économiques Ouais, avec la Russie que d'une paix en Ukraine, parce oui, qu'ils y ont absolument aucun intérêt stratégique. Fait que quelque part, moi, je dirais que si la paix s'avérait impossible en Ukraine parce que les Européens décidaient, comme ça a été le cas, ça a annoncé il y a à peu près 10 jours à la suite de la visite de Zelensky à la Maison-Blanche, qui était prêt à continuer à fournir des armes, mhm, du financement à la guerre. Je pense que Trump aurait le beau jeu de dire, parce que là on approche là, de la fin des 100 jours oui, qu'il avait donné au général Kellogg pour trouver une solution. Ça devrait tomber aux alentours de la mi-avril, donc dans quelque trois chose comme semaines de ça, ça. oui. Donc, c'est Trump, il pourrait très bien dire, ben écoutez, je sais que je vous avais promis de faire la paix en Ukraine, puis vous en êtes témoin. J'ai vraiment tout fait pour que ça se réalise. J'ai envoyé des délégations à Riyad, j'ai envoyé Witkoff à Moscou négocier directement avec Poutine. J'ai invité Zelensky, Macron, Starmer à la Maison-Blanche pour discuter de tout ça. Mais là, clairement, là, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ils sont tout simplement pas prêts à faire la paix. Ils veulent continuer à s'égorger. Ben écoutez, moi là, j'ai vraiment tout fait. Je me retire. Puis la guerre va se continuer en Ouais. Ukraine avec les conséquences Je qu'on sait pense que ça peut que, avoir. Puis en parallèle, il recommencerait à faire du commerce avec la Russie. ouais. Euh, donc peut-être que finalement, le seul objectif qui est véritablement important pour Trump, c'est le premier. Le deuxième, c'est un peu un bonus qui lui permettrait de réaliser une promesse électorale. Mais maintenant, il y a le beau jeu de se défaire de cette promesse-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui comprendraient que, ben oui, clairement, il a fait tous les efforts qui devaient être faits. Puis c'est pas à cause de lui. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise foi qu'il peut pas réaliser sa promesse. Ouais, Les gens de l'autre côté de l'Atlantique qui veulent tout simplement rien entendre. ouais. Je pense que ton argumentaire tient la route, surtout si on compare à ce qui est arrivé lors de la guerre du Vietnam. Il y avait donc les négociations pour terminer la guerre au Vietnam ont commencé en 1968, on peut dire ça, Mhm. lorsque Kissinger rencontre évidemment des délégués nord-vietnamiens. Et ça a duré 5 ans, puisque l'accord de paix a été signé en 72, même si ça a échoué en 75, le Sud-Vietnam est tombé, mais il y C'est ça, avait, mais le retrait effectif des troupes américaines du Sud-Vietnam, c'était en 75, c'est ça? en fait, les troupes avaient déjà commencé à se retirer, puisque Johnson avait ordonné un premier retrait, et puis Nixon a aussi commencé à retirer certaines des troupes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un processus comme celui-là prend du temps. Et donc, on n'aura pas nécessairement un cessez-le-feu tout de suite, parce que tous ces processus-là sont caractérisés par les avancées et les reculs, par les bombardements et les trêves, par les insultes et les rencontres. Et on a vu ça se déployer avec la guerre du Vietnam. Tu te souviens très bien des bombardements massifs du Nord-Vietnam lorsque les Américains voulaient obtenir quelque chose. Et puis ensuite, on se Je m'en souviens retrouvait. pas directement, Non, j'étais mais pas né à enfin, l'époque, mais dans tes je connais études. l'histoire, c'est ça, oui. Et donc, euh, les gens se retrouvaient à Paris, puisque c'était à Paris qu'on négociait ce processus de paix. Chacun était sur ses positions au début, puis ensuite, chacun a commencé à faire des compromis, puis ensuite, tout le monde a reculé pour mieux avancer, et on a fini par un accord. Donc, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comme tu le dis, peut se poursuivre parce que pour les Américains, ce n'est pas un objectif stratégique important. Pour les Européens, sans doute, mais pas pour les Américains. Mais je ne m'attends pas à ce que ça dure 5 ans de plus. Mais tout ce que j'apporte comme explication, c'est que ces processus-là mettent du temps. Ouais. Non, c'est ça. Donc, le truc, tu t'attends pas à ce que ça dure jusqu'à 5 ans, mais en même temps, tu as tendance à penser que c'est hautement improbable qu'en 30 jours,
on puisse être en mesure d'en arriver à un début de ce qui va mener à un processus de paix Oui, généralisé et permanent. Donc, on a peut-être eu tendance à oublier l'histoire ici, que ces trucs-là, ça se règle pas en un mois, là. Ça prend voilà. des années, il y a des avancées, des reculs, d'autant plus lorsque les troupes de part et d'autre, d'autant plus lorsqu'il y a une des parties qui n'a pas clairement perdu la guerre. Ouais, Lorsque c'est le cas, ben, bon, la ouais. réalité du champ de bataille parle d'elle-même, mais même si dans le cas de l'Ukraine, beaucoup de gens diraient que ça va pas très bien pour les Ukrainiens, il y a encore beaucoup d'Ukrainiens qui s'accrochent à l'idée qu'ils contrôlent une partie du territoire russe, qui c'est une carte dans la négociation pour récupérer, sait-on jamais, l'entièreté du Donbass, Bon, voire ça me même semble fini, la, ça. la Crimée. Puis d'ailleurs, ben, on enregistre vendredi, mais on diffuse dimanche. Donc dimanche, donc pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui marque le 9e anniversaire du référendum en Crimée, où les gens qui ont voté pour être rattachés à la Russie. Donc peut-être c'est ça, les Ukrainiens se disent, on a encore une carte, un Ouais. as dans notre manche qui nous permettrait là, si on a sur le plan politique de pouvoir récupérer ce qu'on n'est pas en mesure de récupérer sur le plan militaire. Donc, dans leur esprit à eux, même si la réalité du champ de bataille est assez implacable, dans leur esprit à eux, ils se disent la guerre est pas encore terminée, là. D'autant plus qu'on a la promesse sur papier, du moins des Européens qui vont continuer, ils vont pallier au manque, au retrait des Américains. Même si le retrait des Américains, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est pas la principale implication, c'est pas l'argent, c'est pas les chars d'assaut, mais c'est les satellites. C'est le C'est la renseignement. c'est le renseignement, c'est ça, là. Voilà. Euh, puis Parce que selon ce que l'on lit, les Ukrainiens produisent de plus en plus localement leurs armes et donc ils vont s'autonomiser au fur et à mesure que le conflit va se poursuivre. Mais en même temps, le risque, c'est que les Russes avancent aussi, même oui, si c'est du grignotage, qu'ils avancent et qu'ils continuent à détruire le pays. Parce que faut toujours revenir à ça. Ce ne sont pas les Russes qui souffrent des bombardements quotidiens. Ce sont les Ukrainiens. oui. Alors, je pense qu'ils peuvent aller à une certaine limite, mais ils ne pourront jamais la dépasser parce qu'ils seront toujours le plus petit joueur dans C'est cet épouvantable conflit. c'est ça. Même s'il y a quelques jours, ils ont lancé une attaque de drone sur Moscou qui a fait plusieurs blessés, 3 ou 4 morts dans la banlieue de Moscou, au même moment où les Ukrainiens officiellement annonçaient leur ouverture à ce qu'il y ait un cessez-le-feu de 30 jours. C'était comme un message à envoyer aux Russes, là, on est toujours capable de vous faire mal. La guerre est pas terminée, vous ne Ouais. l'avez pas gagnée. On faisait ça au Vietnam. On faisait Oui, ça au c'est ça. Vietnam. C'est ça. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais l'autre truc aussi, c'est du côté de la Russie, tu le dis, les Russes, ils continuent à grignoter du terrain, ceux qui ont le momentum sur le champ de bataille. Puis en fait, c'est assez évident parce que les Américains, les Ukrainiens, à Riyad, ont fait cette demande-là, ont formulé cette demande-là aux Russes. Donc, ça envoie aussi symboliquement l'image que c'est les Russes qui sont en contrôle, qui ultimement ont le dernier mot si le Voilà. cessez-le-feu va être accepté ou non. Donc, c'est comme une façon non officielle, implicite de reconnaître que c'est la décision finale appartient à Poutine parce que c'est lui qui a le momentum. Donc, dans ces Ouais. circonstances-là, il y a quelques jours, je pense aussi le message qu'il a renvoyé lui-même symboliquement en se déplaçant à Koursk, dans une région où il y a de la guerre. Il Ouais. s'est présenté en treillis militaire. Puis pour la petite histoire, ben, c'est la deuxième fois seulement qu'il le fait depuis qu'il est devenu président russe là, en 31 décembre 99. La Ouais. première fois, c'était à peu près 25 ans. C'était lors de la deuxième guerre de Tchétchénie Ah oui. où il est allé trinquer avec des militaires russes dans une tente, où on se souvient de sa fameuse déclaration, là, les rebelles tchétchènes, on va tout faire, puis si on doit les trouver dans les chiottes pour les buter, Ouais, c'était ouais. l'expression qu'il avait utilisée, Ouais. qui avait fait réagir à l'époque. Donc, il y avait un message guerrier à formuler à ce moment-là. Donc, en Voilà. se déplaçant à nouveau à Koursk, entrée militaire pour rencontrer Gerasimov, le chef d'état-major des armées, je pense qu'on peut penser que il n'est pas nécessairement ouvert à l'heure actuelle à faire des concessions de paix parce que
il y a le momentum. Et Oui, puis, il se dit aussi, OK, on va accorder aux Ukrainiens un cessez-le-feu de 30 jours, mais s'il n'est pas observé, ce qui risque d'arriver, ça va leur permettre de se retrancher, de solidifier leur position, pas, oui. pas, pas nécessairement juste dans le Donbass, mais particulièrement dans la région de Koursk. Et ça va d'autant plus compliquer, si les combats reprennent dans 30 jours, ça va d'autant plus compliquer la tâche de l'armée russe pour y déloger les soldats ukrainiens qui se seront retranchés encore davantage dans Ouais. cette région-là. Donc, lorsqu'on regarde sur le plan militaire, il n'y a pas nécessairement intérêt à accepter un cessez-le-feu. Puis c'est le principe, on en a déjà discuté, dans un compromis politique, lorsque les deux parties décident de s'asseoir ensemble puis d'en venir à un compromis, c'est que de part et d'autre, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre. Oui, tout Ils à étaient fait. dans un cul-de-sac, puis bon, ben, la seule façon honorable de s'extraire de cette situation-là, c'était de faire des compromis. Or, dans la situation actuelle, les Russes et les Ukrainiens négocient pas à armes égales, là. Même Non, si les mais Ukrainiens veulent continuer symboliquement d'envoyer des messages ici et là, qu'ils ont toujours la possibilité de faire mal aux Russes, bon, ça reste du Mais est-ce tire-poids. que la Russie, sur le plan économique, social, peut-être même militaire, a les moyens d'un conflit qui peut durer encore 2, 3, 4 ans? Alors, il y a certains experts militaires qui vont dire non, il y en a d'autres qui vont dire, écoutez, c'est une nation de 150 millions d'habitants avec des ressources extraordinaires, avec des liens avec le reste du monde, pas les Occidentaux, bien sûr, mais avec d'autres pays qui ont des moyens. Et donc, les Russes sont capables de mener la guerre, parce qu'ils l'ont toujours fait d'ailleurs dans le passé. Oui, c'est ça. Puis la façon qu'ils ont de mener la guerre, ça a pas, à l'heure actuelle, ça n'a pas d'impact direct ou trop direct sur la population russe, parce que c'est l'armée russe qui combat en Ukraine, c'est des contractuels, donc c'est des Mhm. volontaires qui gagnent des salaires, là, tout dépendamment des régions où les volontaires viennent, mais en moyenne, je disais ce matin, c'est 3 à 4 fois plus élevé que le salaire Ah oui, moyen en Russie. ouais. Puis dans certaines régions très éloignées, très pauvres, le salaire d'un contractuel dans l'armée russe représente jusqu'à 12 fois le salaire moyen Et oui, dans ces c'est. régions-là. Puis il continue à y avoir des volontaires, là. C'est pas Ouais, la mobilisation volontaire en Russie, c'est pas un problème comme ça peut l'être en Ukraine. C'est ouais. sûr que là, les taux d'intérêt en Russie, c'est aux alentours de De 25 20, voilà. très, très, très élevé. Quoique, c'est un peu la norme ici, là. Je dois dire, avant même la guerre, lorsque moi et ma femme, on voulait acheter une voiture, on l'a finalement acheté, mais elle est allée à la banque pour demander un prêt, puis les bras me sont tombés. Le prêt, c'était 30%. C'était 30% Oh, d'intérêt. Donc, wow. ça a toujours été comme ça parce que le système de crédit, ça repose sur la confiance. Puis Ouais. ici, dans la région où je me trouve, c'est pas nécessairement une notion qui est privilégiée, là, qui a Ouais. beaucoup de valeur. Donc, les gens disent c'est un problème, les taux d'intérêt sont à 25%. Ce serait effectivement un problème si c'était au Canada. Mais dans cette partie-ci du monde, bon, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais il y a la question de l'inflation. Ouais. Ça affecte directement la population russe. Mais par contre, quelque chose qui peut jouer en faveur de Poutine, puis en fait, paradoxalement, les Ukrainiens, probablement, ils se disaient en août dernier, lorsqu'ils ont pris contrôle d'une partie de la région de Koursk, ils se sont dit, bon, ben là, on a un as dans notre manche, dans le jeu de la négociation, on va pouvoir échanger ce territoire-là contre d'autres territoires que l'armée russe a été en mesure de conquérir. Or, le problème, c'est que pour une partie de la population russe, ça a galvanisé leur esprit patriotique. Et là, maintenant, peut-être des gens qui étaient indifférents ou à la guerre se sont dit, ah ben là, faut que le gouvernement fasse tout en son pouvoir pour expulser ces troupes étrangères, parce qu'il y a aussi dans la rhétorique russe, c'est que oui, oui, ce sont des soldats ukrainiens qui ont pénétré en Russie, dans le territoire de Koursk, mais Ouais. ça n'aurait pas pu être possible sans le support des étrangers, Ah ben des oui, voilà. Européens, des Américains. Donc, il y a une espèce de renouveau de l'espèce de grande guerre patriotique contre l'ennemi occidental. Donc, paradoxalement, si les Ukrainiens pensaient que ça leur donnait un avantage à la négociation, au contraire, ça a peut-être tout simplement fini par galvaniser une partie du peuple Mhm. russe qui était pour l'essentiel indifférent à la guerre parce qu'ils n'étaient pas affectés personnellement par ses effets. Donc, voilà, mais OK. je pense qu'on va se revoir dans 30 jours.
Oui, je pense qu'on va peut-être être de retour à la case départ. Oui, c'est ça. Bon, ben, je voulais parler d'un autre sujet. On en avait discuté en décembre, nous deux, avec Stéphane Bureau. Puis malheureusement, il y a eu des développements le week-end dernier. Malheureusement, des développements pas pour le mieux, des développements très sanglants. Donc en Syrie, vous avez la population alawite qui a été, qui a été prise à partie par des soldats du gouvernement provisoire qui s'est mis en place après la chute de Bachar el-Assad. Donc, tout a commencé samedi dernier. Il y aurait eu des rebelles alaouites, donc des fidèles de Bachar Ouais. el-Assad, parce que la famille el-Assad est d'origine alaouite et provenait de cette région-là. Donc, il y a toujours une contre-insurrection, si on veut, Ouais. des fidèles de Bachar el-Assad dans cette partie-là du pays, à l'ouest du pays, près de la côte méditerranée. Et, L'attaquer. oui, c'est ça, et donc qui ont attaqué un poste de soldats dans la région, et puis ben, ça a entraîné une réaction du gouvernement provisoire qui a envoyé des troupes, et puis il y a eu des exactions qui ont été commises. Donc depuis le 6 mars, ce qu'on raconte, c'est que officiellement, il y aurait eu entre 850 et 1400, 1500 civils Mhm. qui auraient été massacrés. Il y a des images qui circulent un peu partout sur le web, donc femmes, enfants, vieillards. Mais il y a un député du Parlement européen d'origine grecque qui s'est rendu sur place, puis lui a parlé là, de jusqu'à 7000 Ah civils oui, qui ont été OK. tués depuis le 6 mars. Donc, ben, c'est des chrétiens, c'est des alaouites, Ouais. ben, des orthodoxes. Donc, tu sais, les gens qui disaient en décembre dernier, bon, il faudrait peut-être faire confiance au nouveau gouvernement provisoire, même si la personne qui le dirige est un ancien dirigeant régional d'Al-Qaïda Oui, tout à qui a fait. officiellement coupé les liens avec l'organisation terroriste. Il s'est un peu taillé la barbe. Il a remplacé le treillis militaire par le complet. Donc, ça nous semble être une personne honorable, animée par des bonnes intentions. Ben là, si on commence à voir le renouveau de ce qui pourrait peut-être être le début d'une nouvelle guerre civile en Syrie, on le souhaite pas évidemment. Et puis, c'est malheureux parce que on marque aujourd'hui, en 2011, le début de la fameuse guerre Ah oui, civile qui oui. s'est conclue en novembre-décembre dernier par la chute de Bachar el-Assad. Donc, est-ce qu'on est en train de revoir le début d'une deuxième guerre civile? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les rebelles qui contrôlent maintenant le gouvernement provisoire euh, on peut envoyer des signaux qui incitaient les Kurdes ou les Alaouites ou les minorités chrétiennes de leur faire confiance. Parce que, bon, ils ont voulu mettre en place au cours des dernières semaines un projet de justice de transition, un peu à l'instar de ce qui s'est fait en Afrique du Sud après la chute de l'apartheid de Oui. Nelson Mandela, donc une commission de vérité et réconciliation, donc faire toute la lumière sur les exactions qui ont été commises par le régime de la famille Assad, que les personnes qui se sont rendues coupables de crimes, des crimes moindres s'ils acceptent de faire acte de compromission, puis de Plaider coupable, d'une plaider certaine coupable, façon. donc il y a un certain pardon, mais qu'on limite les punitions légales simplement contre les gros bonnets de l'ancien régime. Bon, c'est un petit peu l'idée qui a été avancée. Mais le problème, c'est que ça exigeait aussi le désarmement de tous les groupes, donc y compris les Kurdes dans le OK. nord-est du pays. Et Ouais. puis là, évidemment, avec ce qui vient de se passer en fin de semaine, je pense qu'il est hautement improbable que les Kurdes vont se dire, ah ben oui, on va faire confiance à ces gens-là, on va déposer les armes. Ils l'ont d'ailleurs fait très clairement savoir qu'il était hors de question qu'ils déposent les armes parce que la situation est encore trop chaude Mhm. pour faire un geste de cette nature-là. Puis d'autant plus aussi, il y a une réforme scolaire qui a été annoncée au début du mois de janvier. Puis je vais vous lire un extrait d'un article du Figaro qui justement le rapportait là, en détail ce qui était prévu dans cette réforme-là. Donc, je cite,
Le 1er janvier, le ministre de l'Éducation du nouveau gouvernement a annoncé sur son compte Facebook une réforme des programmes scolaires concernant toutes les classes de la première année du cycle primaire jusqu'au baccalauréat. Donc, bref, du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Elle prévoyait notamment de supprimer l'enseignement scientifique et certaines tranches de l'histoire du pays. En parallèle, un lexique lié à l'islam remplaçait celui de la nation. Fini par exemple la défense de la nation et place à la défense de Dieu. Il y a eu une fronde. Ah oui. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec cette réforme-là. Donc, face à la fronde, je continue à citer, le ministre de l'Éducation a annoncé dès le lendemain l'abrogation de la réforme, mais quelques modifications seront tout de même apportées au programme. Donc, parmi les ajustements maintenus par le pouvoir en place figure une nouvelle interprétation d'un verset du Coran largement critiqué. Le verset traitant de, et je cite, « Ceux qui ont provoqué la colère de Dieu », fin de la citation, évoque désormais les chrétiens et juifs jugés comme égarés. Et le ministre a ajouté, « Nous parlons ici des chrétiens et des juifs de l'époque du prophète Mahomet qui ne respectaient pas l'islam dès le début. » Donc, ah oui, il y a une ambiguïté là. Oui, donc, vous êtes une minorité non Ouais. musulmane dans le pays. Clairement, il semble y avoir la volonté de mise en place peut-être pas d'un califat, mais en tout cas d'une espèce de théocratie, peut-être pas Ouais. similaire à celle de l'Iran, mais bref, clairement, c'était pas un système républicain très laïque. Ouais. Puis là, en parallèle à tout ça, ben, vous avez des massacres de civils. Encore une fois, les chiffres les plus conservateurs vont entre 850 à 1400, 1500 civils, mais d'autres chiffres, comme je disais, le député européen d'origine grecque, qui lui a parlé de jusqu'à 7000 personnes. Ouais. C'est sûr que Bref, c'est un renversement par rapport au fait que la République syrienne a toujours été une république qui a essayé de maintenir cette fragile équilibre entre toutes les communautés, 10% d'alaouites, peut-être 5% ou 10% de chrétiens et d'autres confessions religieuses. D'ailleurs, le régime s'appuyait là-dessus, mais il s'appuyait aussi sur une partie de la majorité musulmane. Donc, c'est le c'est parti un Baas. renversement, là. C'est ça. Donc, la Syrie était dirigée par le parti Baas, Ouais. qui était aussi le parti de Saddam Hussein. Puis on se Oui, souvient voilà, il aussi, y en avait... Irak, vous avez les sunnites, les chiites, une minorité kurde dans le nord du pays. Et puis, ce qui était un des éléments clés, des fondements du parti Baas, c'était une espèce de, comment dire, entre guillemets, une espèce de laïcité, en tout cas, un Oui, système politique qui ne favorisait pas un groupe religieux par rapport à un autre. Donc, tu sais, à quelque part, ça a peut-être été le secret de la famille Assad qui ont été en mesure là, de garder le couvercle sur la marmite dans un ouais. régime aussi multiconfessionnel. Mais là, justement, si le nouveau régime en place est en train d'enlever le couvercle de la marmite, puis de mettre en place des politiques comme ça, ben, je pense que l'espoir qu'il puisse y avoir un régime de justice transitionnelle et la formation d'un gouvernement d'unité nationale, Ça va être ma très foi, fragile. ça va être extrêmement, extrêmement difficile, oui. Oui. Bon, écoute, dernier sujet, très rapidement, quelques minutes, parce que j'en parle souvent, j'enseigne moi ici à mon université chaque année un cours sur l'éthique de la guerre juste. Et puis, ben, il y a un triste anniversaire. Dimanche, donc on est le 14, donc dimanche le 16 mars, en 1968, on parlait de massacre de civils en Syrie. Ouais. Il y a eu un célèbre massacre pendant la guerre du Vietnam dans le village de My Lai. Donc, on estime qu'à peu près 700, entre 500 et 700 civils ont été tués par des soldats de l'armée américaine. Et puis, voilà, je voulais en parler parce que ça s'est passé en mars 1968 par des membres d'une compagnie qui était arrivée au Vietnam au début du mois de janvier. Donc, les soldats américains à l'époque devaient faire un tour of duty Ouais. d'un an. Donc, ils commençaient au début de l'année pour le terminer en décembre. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que du début du mois de janvier jusqu'à essentiellement aujourd'hui, en l'espace de 2 mois et demi, les soldats de cette compagnie-là avaient perdu le quart de leur effectif, puis ils n'avaient jamais vu physiquement l'ennemi. Donc, le quart de l'effectif avait été tué par des pièges dans la jungle, Ouais.
des tirs de tireurs d'élite. Donc, il y avait cette frustration grandissante là, auprès des membres de la compagnie qui se faisaient tirer comme des lapins sans être en mesure de pouvoir répliquer. Puis ce matin-là, le commandant de la compagnie, le capitaine Medina, a rencontré ces hommes pour leur dire, bon, ben les gars, aujourd'hui, là, pour la première fois, on va rencontrer l'ennemi. Et puis ça va être l'occasion de venger nos camarades qui ont été tués. Donc on peut s'imaginer une espèce de pep talk là, comme Ouais. avant un match de football. Là. Les gars sont embarqués dans l'hélicoptère en se disant bon c'est enfin on va avoir on va pouvoir se venger aujourd'hui. Et puis ils sont débarqués dans le village. Puis évidemment ben il y avait pas de combattants de Viet Cong de l'armée Ouais. du Vietnam du Nord. Il y avait que des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Puis ils sont débarqués, puis dans leur esprit à eux, c'était pas des vieillards, des femmes et des enfants, c'était l'ennemi. Donc ils ont commencé à les tuer de façon indiscriminée comme ça. Puis si les gens ont déjà vu le film Platoon avec Charlie Sheen en Oui, particulier, oui. vous avez cette fameuse scène-là justement dans le village où vous avez le sergent Barnes qui est joué par euh, son nom, l'acteur américain, son nom m'échappe. Donc, les soldats américains se mettent à tuer des civils, des femmes et Ouais, des ouais. enfants, commettent des viols aussi. Donc, c'est un peu inspiré de ce qui s'est passé lors du massacre de My Lai en 68. Et le massacre a cessé parce qu'un autre pilote d'hélicoptère de l'armée américaine qui observait la scène du haut du ciel a décidé de poser son hélicoptère entre les soldats américains et les civils vietnamiens qui essayaient de fuir. Il s'est Ouais. posé entre les deux, puis il a donné l'ordre à l'opérateur de la mitraillette derrière. Il lui a dit, si les soldats américains s'approchent des civils vietnamiens et essaient de les tuer, tu as l'ordre de tirer sur les soldats américains. Ah oui, OK. Donc, Je il a mis dans connaissais son pas cette partie-là. c'est le lieutenant Thompson. Puis dans son hélicoptère, il a mis le plus de civils vietnamiens possible. Il est allé ensuite les mettre dans un endroit où ils étaient en sécurité. Et puis, ben, évidemment, tout de suite après, il a dénoncé la situation, le massacre à ses supérieurs qui ont rien fait. Puis parmi ces supérieurs-là, ben, il y avait quelqu'un qui est devenu célèbre par la suite dans l'armée américaine. Il y avait Colin Powell, Ah, qui était le commandant, qui était le chef de l'état-major de l'armée américaine pendant la première guerre du Golfe, qui a par la suite été secrétaire d'État. Donc, il faisait partie de la chaîne de commandement qui OK. aurait été mis au courant du massacre. Pendant à peu près un an, ben, l'histoire n'a pas été inventée. Personne n'en a discuté. C'est à un moment donné au Congrès américain, l'histoire est sortie. Et là, le public américain a découvert ce que les soldats de cette Ouais. compagnie avaient fait au Vietnam. Et puis, une enquête a été ouverte. Et puis, le fameux lieutenant Thompson, le pilote de l'hélicoptère, a été perçu par des membres du Congrès, par la population américaine comme un traître. Et puis, donc, Ah oui. ils imaginaient le matin, il ouvrait la porte de chez lui, puis sur son perron, il y avait des têtes de cochon qui étaient coupées, Ouais, qui ouais. étaient laissées là. Puis il y avait un membre du Congrès qui avait menacé, qui l'avait ouvertement là, attaqué en disant c'est un mauvais camarade, un mauvais soldat, une personne comme ça devrait être minimalement expulsé de l'armée, puis optimalement soit aussi condamné pour trahison. Donc, la personne qui a dénoncé ce massacre-là, en fait, a été une victime là, par Ah la oui. suite. Ouais. Et puis, il y a qu'une seule personne dans l'armée américaine qui a été reconnue coupable de ces massacres-là. C'était le lieutenant Carré. Calley, le lieutenant Calley. Donc, le capitaine Medina, le commandant de la compagnie, lui a été innocenté. Il y a que le lieutenant William Calley qui a été reconnu coupable. Puis, dans les jours, les semaines qui ont suivi sa condamnation, le président Nixon lui a accordé un pardon présidentiel. Et puis, Calley est décédé il y a quelques mois à peine. Donc, il a gardé un profil bas là, pour le reste de sa vie. Mais c'est ça. Donc, des Ouais. massacres comme ça, il y en a eu beaucoup pendant la guerre du Vietnam. Il y en a en ce moment en Syrie. Il y en a fort probablement aussi en Ukraine. C'est malheureusement un peu le propre des conflits paradoxalement, à cause de l'être humain. Hmm. Parce que ben, c'est les êtres humains, évidemment, qui commettent ces crimes-là, mais la raison pour laquelle ils les commettent, c'est des actes de vengeance, des gens qui sont plus en mesure de contrôler leurs Leurs émotions. émotions.
Ouais, Puis c'est intéressant parce que je publie dans les prochains mois un livre sur la technologie, l'intelligence artificielle, puis j'ai un chapitre sur la technologie, les technologies et la guerre. Puis il y a ouais, beaucoup de personnes qui disent, vous savez, il y aurait peut-être moyen d'humaniser les conflits armés si on pouvait retirer les hommes, les êtres humains des champs de ouais. bataille, et les remplacer par des machines. Parce que les machines, elles n'ont pas d'émotion. Elles sont pas animées par des désirs de vengeance. Et donc, Oui, voilà, mais c'est là, une théorie on aurait d'autres problèmes, j'imagine. Alors, oui, donc il faut que l'algorithme soit vraiment bien programmé pour que la machine se mette pas à tuer des femmes et des enfants. oui, Mais c'est ça, donc, tu sais, dans la guerre, il y a l'homme, puis partout où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. oui, Puis tout à là fait. où il y a de l'homme, il y a des émotions, désir de vengeance, la peur aussi, le stress. Les soldats sur le champ de bataille aussi, ça dort pas 10 heures par nuit dans un lit douillet. Donc, il y a aussi le facteur de la fatigue qui doit être pris en ligne de Ouais. compte, qui peut mener à des erreurs, des tyrannies, une incapacité de vraiment bien analyser ce qui se passe sur le champ de bataille. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire du fameux massacre de My Lai qui rappelle c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours malheureusement en En Syrie. Syrie. OK, mon cher. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce 26e épisode et puis ben écoutez, on va se revoir la semaine prochaine. Puis d'ici là, on vous souhaite tout le meilleur et puis ça sera un plaisir de vous revoir dans une semaine. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.